Bonjour, nous allons voir sur cette vidéo un extrait d'un film qui s'appelle Tchernobyl et qui est de 6 parties d'1 heure qui explique l'accident qui s'est produit à Tchernobyl. Alors après Tchernobyl, il y a eu Three Mile Island, il y a eu Fukushima. Dans tous les cas, ce sont des accidents qui n'étaient pas prévus parce qu'au départ, on indique que tout est prévu dans les centrales nucléaires, toutes les protections sont possibles, tout est prévu, organisé, il ne va rien se produire, il n'y a qu'un risque sur des millions qu'il se produise un accident. Alors on s'aperçoit que sur à peu près 500 centrales, il y a eu plus de 5 accidents énormes. Par conséquent, le risque d'accident dans une centrale nucléaire est de moins de 1% et non pas 1 sur plusieurs millions comme scientifiquement il est dit et répété. Les accidents nucléaires sont quotidiens. Il y a de plus en plus de retombées radioactives un peu partout et les gens sont de plus en plus affectés au niveau de la thyroïde, puisque la première incidence d'un accident nucléaire, c'est l'iode 131 qui vient se saturer, enfin présaturer ou plutôt ce qui vient se mettre dans la thyroïde quand il est absorbé dans l'air. Le lévothyrox et tous les éléments identiques issus de la thyroxine est devenu le 4e médicament le plus vendu au monde parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de thyroïde qui sont enlevés entièrement, en moitié, et il y a actuellement 1 personne sur 5 qui est affectée au niveau de la thyroïde par des retombées radioactives issues des innombrables et inexistants accidents de centrales. Autour des centrales nucléaires, il faut savoir qu'il y a des alarmes au niveau des gendarmeries en cas d'accident nucléaire. Eh bien, elles sont toutes stoppées parce que quand elles se mettent en fonction, et c'est assez régulier, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Donc, on laisse faire. En France, où on a plus de 50 centrales nucléaires, il est bien entendu qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de les faire stopper. Mais là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoi qu'il en soit, regardez ce petit extrait et vous comprendrez mieux déjà les effets d'un accident nucléaire. Par la suite, évidemment, il n'y a guère qu'une solution, c'est de le faire savoir pour faire changer les opinions. On sait que dans le futur, il n'y aura plus que 3% d'énergie nucléaire quand les gens seront plus informés, éduqués et que ça ira jusqu'au niveau de l'État. Mais pour le moment, on est dans les 80% d'énergie nucléaire et donc il risque fort d'y avoir ce genre d'accident encore et encore. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Camarade Katov, Qu'est-ce qui s'est passé? je l'ignore. Le cœur a explosé. Vassili, c'est par là, tout droit. Jusqu'en haut et on monte. Nous approchons de la centrale.
voyez l'intérieur? Je n'ai pas besoin. Regardez, il y a du graphite sur le toit. Tout le bâtiment est éventré. Le cœur est à l'air libre. Ces comprimés d'iode vont protéger votre thyroïde des effets néfastes de la radioactivité. Prenez un comprimé par jour tant qu'il vous en reste. Et partez vers l'est. Le plus loin possible de Minsk. Ce n'est pas 3 Röntgen. C'est 15 000. Qu'est-ce que ce nombre signifie? Il signifie que le cœur est à l'air libre. Ce qui veut dire que le feu que nous voyons libère presque le double des radiations relâchées par la bombe sur Hiroshima. Et ça, toutes les heures, heure après heure. 20 heures depuis l'explosion, soit l'équivalent de 40 bombes larguées à présent. 48 demain. Et ça ne s'arrêtera pas. Pas en une semaine et en un mois. Le cœur va se consumer et répandre son poison jusqu'à ce que ce continent devienne inerte. Ce n'est pas un feu en vérité. C'est une fission du réacteur qui atteint plus de 2000 degrés. La chaleur fera instantanément s'évaporer l'eau. Alors comment on l'éteint? Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète avant aujourd'hui. Du bord. Du bord et du sable. Ça peut entraîner des complications, mais je ne vois pas d'autre moyen. Bien entendu, il va falloir des milliers de rotations parce que vous ne pouvez pas voler avec les hélicoptères au-dessus du cœur, donc beaucoup vont rater la cible. Nous approchons de la zone de largage. Hélico 1, vous devez garder une distance de sécurité d'au moins 10 mètres. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Quand la lave atteindra ses réservoirs, elle va instantanément surchauffer et vaporiser approximativement 7000 mètres cubes d'eau, causant une très importante explosion thermique. Vous pouvez préciser? D'après nos estimations, entre 2 et 4 mégatonnes. Tout, dans un rayon de 30 km, sera complètement détruit, y compris les 3 autres réacteurs nucléaires de Tchernobyl. L'intégralité des matériaux radioactifs de tous les réacteurs sera éjectée avec une grande puissance et dispersée par une immense onde de choc qui s'étendra sur un rayon d'environ 200 km, ce qui sera vraisemblablement fatal à toute la population de Kiev ainsi qu'à une partie de celle de Minsk. Les retombées radioactives seront terribles et auront un impact sur les républiques socialistes soviétiques d'Ukraine, de Lettonie, de Lituanie, de Biélorussie, ainsi que la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et presque toute l'Allemagne de l'Est. Mais nous avons peut-être une solution. Nous pouvons pomper l'eau des réservoirs. Malheureusement, la vanne d'isolement est fermée et on ne peut l'ouvrir que manuellement à l'intérieur du système de conduit. Nous devons trouver 3 employés de la centrale qui connaissent suffisamment les installations pour entrer au sous-sol, se frayer un chemin à travers toutes ces canalisations afin d'atteindre la vanne d'isolement qui est ici. Je crois que t'as de la visite. Doudou, c'est ça. Je vais bien. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Des décisions arbitraires dont dépendent je ne sais combien de vies sont prises par des apparatchiks complètement profanes, par des professionnels de la politique? Sortez, calmez-vous. S'il vous plaît, vous n'avez rien à faire ici. Sortez immédiatement. La situation à l'intérieur du cœur se détériore plus vite que ce que nous avions anticipé. La dalle de béton tiendra 6 à 8 semaines, mais au-delà, le professeur Legasov estime qu'il y a une chance sur 2 pour que le combustible fissure la dalle et s'infiltre dans la nappe phréatique. Qu'est-ce que vous... Mais elle va où, l'eau de la nappe phréatique? Dans la rivière Pripyat, qui va se jeter dans le Dniepr, qui approvisionne en eau potable une bonne 50aine de millions de personnes, sans parler des cultures et du bétail qui deviendraient impropres à la consommation.
nous recommandons l'installation d'un échangeur de chaleur sous la dalle de béton pour empêcher la fusion. Pour y parvenir, on me dit qu'il faudrait utiliser la totalité des réserves d'azote liquide de l'Union soviétique. Ah. C'est d'accord. Que va-t-il arriver à nos hommes? Étant donné la dose d'exposition qu'ils ont subie, les rayonnements ionisants ont provoqué des dégâts cellulaires irréversibles. La peau va s'ulcérer, rougir, puis noircir. S'en suivra une période de latence des symptômes, avec une diminution des effets. Les patients voient s'améliorer leur état. Ils se sentent même bien, c'est illusoire. Ensuite, les dégâts cellulaires commencent à se manifester. Dysfonctionnement de la moelle épinière, défaillance du système immunitaire. Les organes et les tissus mous entrent en décomposition. Les artères et les vaisseaux sanguins deviennent poreux, au point qu'on n'arrive plus à administrer de morphine pour soulager la douleur, qui est insoutenable. Pas qu'on se touche. C'est trop risqué. Je crois que j'ai fait un rêve. J'ai oublié. Une quantité très importante de débris radioactifs s'étend sur un périmètre d'environ 2600 km² et va contaminer la population. Toute la région doit impérativement être évacuée de toute urgence. Tous les animaux qui sont encore en vie à l'intérieur de la zone, qu'ils soient domestiques ou sauvages, doivent être considérés comme contaminés et abattus immédiatement afin de prévenir la propagation des radiations et des maladies. Chaque rocher, chaque bout de végétation et même la Terre elle-même ont absorbé des quantités mortelles de radionucléides qui seront charriés par le vent ou la pluie s'ils demeurent exposés. Il faudra donc raser des forêts tout entières et il faudra aussi arracher la couche supérieure de terre pour l'ensevelir dans un cimetière de déchets d'environ 100 km². Nous évaluons l'effort de liquidation à 3 ans environ, avec une main-d'œuvre de 750 000 hommes, dont un certain nombre de médecins et d'ingénieurs structures. Combien de morts, selon vous? Des milliers, voire même des dizaines de milliers. À 1h23 et 40 secondes, Akimov enclenche la Z5. Toutes les barres de contrôle qui avaient été retirées ont commencé à retourner dans le réacteur. Ces barres sont faites de bore qui réduit la réactivité, mais pas à leurs extrémités. Leurs extrémités sont faites de graphite qui accélère la réactivité. Pourquoi? Pourquoi? Pour la même raison que nos réacteurs n'ont pas d'enceinte de confinement autour de leur cube, comme ça se fait à l'Ouest. Pour la même raison que nous n'utilisons pas un combustible correctement enrichi dans nos centrales. Pour la même raison que nous sommes la seule nation au monde qui fabrique des réacteurs refroidis à l'eau et modérés au graphite, avec un coefficient de vide positif. C'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Et là, nous arrivons enfin à 1h23 et 45 secondes, au moment de l'explosion. Le couvercle est immédiatement éjecté du réacteur. L'oxygène s'y engouffre. Il se combine avec l'hydrogène et surchauffe le graphite. L'enchaînement d'erreurs menant à la catastrophe est arrivé à sa conclusion.
Donc un film à voir absolument, Tchernobyl en entier. Il est de 6 heures, et donc beaucoup plus complet évidemment sur l'ensemble du film. Voyons maintenant ce qui s'est passé par la suite. Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout, sauf en France. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Je me souviens, j'étais présentateur du journal de 13 heures au moment de la catastrophe de Tchernobyl, et on nous expliquait que le nuage était cantonné à Tchernobyl et à ses alentours et qu'il n'y avait rien à craindre en France, alors que nous recevions des images de l'étranger dans la bourse d'images qui s'appelle les EVN, qui montraient les journaux télévisés des Suédois, des Allemands, et qui prouvaient à l'évidence que ce nuage ne s'était pas arrêté aux frontières. À Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Ça va au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Là, voilà, on peut demander au docteur Pellerin. Oui. Je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine. À l'époque, c'était que les gens du nucléaire qui faisaient les mesures pour eux-mêmes. Et là, on s'est dit comment avoir l'information. Et je me suis adressée à la fac de Villeurbanne, où il y avait un institut de physique nucléaire. Donc on est parti avec, vous voyez, des salades, du sol, de l'eau, du lait, et puis on arrive à la fac. Et puis on met donc les échantillons devant le spectromètre, et puis on s'aperçoit que là, tout le monde surpris, le prof de fac lui-même, on voyait, vous voyez, tous les rayonnements, notamment le césium, qui montait sur le spectre, et on s'est aperçu que tous les échantillons qu'on avait étaient contaminés en césium-137. Puis il y avait du ruthénium, il y avait de l'iode, etc. Et le prof de fac lui-même, qui se dit, mais c'est pas possible, pourquoi la Drôme est contaminée, pas nous? Il est descendu sur la pelouse de la fac, prélever justement les échantillons et voir que là aussi il y avait une contamination. Les gens disaient souvent, mais si c'était dangereux, on nous l'aurait dit. Eh ben, c'est dangereux et cette contamination risque de vous provoquer des cancers de la thyroïde dans les années qui viennent. Mais on me disait, mais c'est pas vrai du tout, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu explosion de cancer de la thyroïde. Je crois qu'ils ne voulaient absolument pas alarmer la population française, parce que ce qui se passait à Tchernobyl, ça pouvait remettre en question le programme nucléaire français. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. En France, comme vous venez de voir, bien sûr, tout va bien, et les scientifiques spécialisés vous informent toujours très bien, comme cet extrait vous le rappelle. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes. Voici maintenant encore plus de précisions quant à l'épandage des déchets radioactifs de cet accident, que ce soit le césium-137, mais aussi l'iode-131, bien sûr, qui était à l'origine des cancers de la thyroïde. Le 26 avril 1986 à 1h23, un très grave accident se produit sur le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, en territoire ukrainien de l'Union soviétique. Au total, ce sont près de 12 milliards de becquerels qui, en 10 jours, partent dans l'environnement. Les rejets radioactifs les plus importants se produisent au moment de l'explosion du réacteur et s'élèvent jusqu'à plus de 1200 mètres de hauteur. Les rejets se poursuivent jusqu'au 5 mai sous l'effet de l'incendie consécutif à l'accident, puis de l'énergie dégagée en continu par le cœur détruit du réacteur. Entre le 26 avril et la mi-mai 1986, le panache dissémine des éléments radioactifs sur la plupart des pays d'Europe. Dans un premier temps, le vent emporte vers le nord-ouest les matières radioactives rejetées le 26 avril. Parvenu au-dessus des pays baltes, puis de la Scandinavie le 28 avril, ce panache est rabattu vers l'est, puis vers le sud, ramenant les polluants vers l'Europe centrale et les Balkans.
Le panache correspondant au rejet du 27 avril se dirige vers l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la France et le nord de l'Italie, où il parvient entre le 30 avril et le 5 mai. Il est ensuite repris par un vent du sud qui le conduit sur les îles britanniques, épargnant ainsi l'Espagne et le Portugal. Les rejets émis par la centrale à partir du 28 avril sont emportés vers l'est et le sud en direction de la Russie, du Caucase, de la Méditerranée orientale et de l'Europe centrale. Ce faisant, les matières radioactives correspondant aux différents rejets et trajectoires se mélangent pour former une masse d'air contaminée qui recouvre la majeure partie de l'Europe, à des concentrations de plus en plus faibles avec l'accroissement des distances. Mais ce n'était pas le premier accident. Il y en avait déjà eu avant, et bien sûr, comme vous verrez, il y en a eu encore d'autres après. Le 28 mars 1979, le jour d'une catastrophe nucléaire, nous sommes en Pennsylvanie, aux États-Unis, à la centrale de Three Miles Island. Il est 4 heures du matin et c'est à ce moment-là que les pompes du système de refroidissement de la centrale tombent en panne. Un incident qui provoque une fusion partielle de l'un des 2 réacteurs. Vous imaginez si la situation est inquiétante. Oui, on imagine quand même qu'il y a une procédure pour chaque panne dans ce genre de centrale. Oui, et en l'occurrence, il faut libérer les soupapes de sécurité. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Cette manœuvre va provoquer l'émission de vapeur d'eau radioactive dans l'atmosphère. Donc on évacue la population ? Non, les autorités préfèrent organiser une conférence de presse pour la rassurer. Ah oui. Aucune inquiétude selon les officiels, le taux de radioactivité dans l'air n'aurait rien de nocif. Seulement au fil des heures, les informations qui parviennent aux habitants de la région deviennent contradictoires. La NRC, l'autorité de sûreté nucléaire américaine, communique mal. Elle est ambiguë sur le danger potentiellement encouru. On ne sait donc plus qui croire et par précaution, les femmes enceintes, les enfants sont finalement évacués. Alors évidemment, cette mesure n'a rien de rassurant, c'est bientôt la panique et même l'affolement. 200 000 personnes vont quitter la région. On est donc le 28 mars 1979. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui exactement la gravité réelle de la situation ? C'est toujours compliqué de le savoir précisément, les études sont contradictoires, mais l'accident a été classé de niveau 5 sur une échelle de 7, ça vous donne quand même une idée. Il a totalement traumatisé l'Amérique. Le président Carter va devoir annoncer dans la foulée l'annulation des projets de centrales nucléaires en cours. Le programme nucléaire américain marque le pas et 7 ans plus tard, c'est l'Europe qui sera à son tour traumatisée avec Tchernobyl. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Concernant Tchernobyl, il est une particularité, c'est que ce nom veut dire absinthe. Le Tchernobyl, en traduction, veut dire absinthe. Or, dans la Bible, au niveau de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a un extrait qui parle justement de l'absinthe comme étant une des catastrophes, des plus grosses catastrophes de la fin des temps. Donc il est écrit dans la Bible, Apocalypse 8, 11, « Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elle était devenue amère. » Lorsque le 3e ange a sonné de la trompette, une grande étoile qui brûlait comme un flambeau est tombée sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cette étoile s'appelle absinthe. Le tiers des eaux de la terre est changé en absinthe et deviennent amères. Cela entraîne la mort de beaucoup d'hommes. Après Three Mile Island et Tchernobyl, on a eu Fukushima pour ce qui est des 3 plus célèbres catastrophes nucléaires. En voici un extrait.
Mais encore, Three Mile Island, Fukushima, Tchernobyl ne sont que des avant-premières puisque les centrales existent toujours. Elles sont toujours supposées être perfectionnées et comme dans tous les cas, vous avez vu les autres accidents aussi, c'était imprévu. Donc il faut s'attendre à ce que cela revienne. La solution n'est pas de faire des manifestations, la solution n'est pas de se plaindre toujours de ce qui n'est pas bien. La solution est de changer les choses. Pour changer les choses, il faut informer, faire savoir à ceux qui peuvent décider, aux députés, aux sénateurs, aux ministres, etc. Il faut que ce soit les opinions qui changent par l'intelligence, par la formation, par l'instruction, et non par la violence, car c'est toujours plus facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire quand soi-même on n'est pas capable de le faire. Les manifestations ne servent à rien. On peut changer les choses en faisant soi-même le changement, et non pas en demandant aux autres de le faire. Voilà, je vous remercie.